Je suis Idoub Abdelouahab, papa de 2 enfants qui sont partis en Syrie. Alors vous êtes ici aujourd'hui pour témoigner à Radio Al-Manar. Quelle est votre détresse? Ben, c'est une grande détresse. J'ai 2 enfants qui ont disparu et je ne pense pas que je vais les revoir sitôt. Quel âge ils ont? Ben, l'aîné, il a 22 ans, il était élève ingénieur. Le deuxième, Ismaël, il a 16 ans. Et son copain, 15 ans. Ils sont partis le 4 avril, d'ici, de l'aéroport de Zaventem. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont là-bas en Syrie? Mais j'ai reçu des messages de Syrie. Et ils vous ont prévenu? Non, mais ils ne m'ont pas prévenu. Ils ont tout caché et c'était un grand choc de savoir que Zakaria est parti. J'ai essayé de le dissuader pendant 3 semaines, mais il a tout abandonné, il est parti. Quelle est votre détresse aujourd'hui? Si le politique vous regarde et vous écoute, qu'est-ce que vous avez, vous, à transmettre comme message aux politiques? Ben, je dois dire aux politiques qu'ils doivent faire très attention aux jeunes qui partent en Turquie, qui doivent les empêcher d'y aller. Et d'arrêter l'exode ou l'hémorragie, si j'ose dire. Mais comment pensez-vous qu'ils pourraient les arrêter? Si vous-même, parents, vous savez rien y faire, le politique, qu'est-ce que lui, à votre avis, devrait faire? Non, mais pour les 2 mineurs, c'est inadmissible de laisser passer un jeune de 16 ans et un autre de 15 ans en Turquie, sans l'autorisation parentale, sans rien, sachant bien qu'il y a la guerre civile en Syrie et qu'ils partent en Turquie pour rejoindre la Syrie. C'est le seul moyen d'y arriver. Et c'est un moyen très facile. C'est même mon fils qui me l'a dit. Il m'a dit qu'il n'a trouvé aucune difficulté à rejoindre la Syrie. Il est parti à Istanbul. D'Istanbul, il est allé à la frontière. Et voilà. Et je ne sais pas s'ils ont des filières de passeurs. Mais il est passé, il est en Syrie. À votre avis, il y a des filières, vos enfants ont eu des contacts ici avec des jeunes qui auraient pu les... Certainement, certainement. Pas des jeunes, des adultes, des recruteurs. Des criminels. Donc ça, c'est un doute, mais vous n'avez aucune une preuve de ça? Je n'ai pas de preuve, mais de très fortes présomptions. Je suis sûr qu'il y a des recruteurs ici. Si vos enfants vous regardent dans cette vidéo, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je leur dirais de rentrer immédiatement et d'abandonner tout esprit de guerre et de djihad. Parce qu'ils parlent du djihad. Ils ne connaissent rien à l'islam et ils ne savent même pas lire ni écrire en arabe. Ils connaissent quelques bribes du Coran. Et on les a embrigadés, ils ont subi un lavage du cerveau extraordinaire. Et donc, j'ai eu la conversation avec mon fils le 16 avril. Il a essayé de me convaincre de partir le rejoindre. Il m'a dit, si tu es un bon musulman, tu dois venir faire la guerre sainte ici. Je lui ai dit, de quelle guerre sainte il s'agit? Les Syriens, c'est les musulmans, tous. Il y a Bachar el-Assad, il y a les autres, et c'est tous des musulmans. Et personne n'a l'autorisation, n'a le pouvoir de dire celui-là est un bon, celui-là est un mauvais musulman. Personne. Et si vos enfants ne veulent pas revenir, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour l'aîné, s'il ne veut pas revenir, eh ben, qu'il reste là-bas. Mais pour le petit, il a pas l'âge de décider, il a 16 ans. Il a subi l'influence de son frère, j'en suis convaincu. Maintenant, j'en suis convaincu. Parce que dès qu'il est parti, 1 jour ou 2 jours après, le 5 ou le 6 avril, il était déjà avec son frère. Et il me l'a dit au téléphone, Zakaria, l'aîné. Donc voilà. Vous comptez partir aussi pour aller les chercher? Je compte, si on les localise, je partirai chercher le petit, certainement. Mais le grand, je le laisserai faire. S'il ne veut pas revenir de son propre gré, je le laisserai. Vous partirez de vous-même ou vous attendez un soutien du gouvernement pour pouvoir vous accompagner là-bas? J'attends un soutien. S'il y a moyen d'avoir un soutien, ce serait mieux. Vous avez fait une demande quelconque? Je n'ai fait aucune demande. Mais mon ex-épouse, donc la maman, est en contact avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères. S'ils peuvent nous donner un coup de main, faire pression sur la Turquie, pour qu'ils puissent au moins négocier avec les djihadistes qui se trouvent à Alep et permettre à Ismaël et à Bilal, qui sont mineurs, de revenir ici, de reprendre leur école, leurs études. À votre avis, est-ce qu'ils se sentaient mal ici en Europe pour prendre cette décision de partir? Je ne saurais pas vous dire, je ne saurais pas. Apparemment, il y avait peut-être... Est-ce que c'était des enfants intégrés?
Ils étaient intégrés, ils avaient une bonne scolarité, il y avait rien à signaler, rien. À part les mauvaises influences qu'ils ont eues à la mosquée de Villevorde. Voilà, donc je pense qu'ils ont eu une mauvaise influence. Nous sommes ici à Radio Almanar, vous êtes animateur d'une émission tous les vendredis de 5 à 7 heures. Oui. Vous avez aujourd'hui organisé donc, et réalisé une émission concernant les jeunes qui partent en Syrie. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place cette émission ? Ce qui m'a poussé, c'est en fait, moi j'étais pendant les vacances de Pâques, j'étais au Maroc. Mais en regardant les emails, en regardant les émissions le soir, les chaînes et tout ça, je vois que tout le monde parlait de ça. Et moi, je me suis dit, je suis déconnecté. Et j'ai envie de dire beaucoup de choses et d'inviter les parents, voir les jeunes. Et avant de partir, il y avait un parent qui m'avait téléphoné. Il était affolé parce que son fils, il lui a téléphoné de Zaventem. Il allait partir en Turquie. Dans l'intention de partir en Syrie, il m'a dit, est-ce que tu peux venir avec moi à Zaventem pour le dissuader de ne pas partir? Donc déjà, je suis parti avant de partir en vacances. J'étais avec cette idée qu'il y a des drames qui sont en train de faire. Il y a des jeunes qui ne comprennent pas ce qui se fait, et qui ne comprennent pas où est-ce qu'ils vont. Et en plus, ils sont parfois enrôlés au nom de l'islam, au nom du djihad, au nom de je sais quoi, dans des conflits où parfois on s'entremêle la géopolitique, la politique internationale, les intérêts des États, les intérêts de l'Occident, des pays du Golfe, de la Chine, de la Russie. Et les jeunes, ils sont victimes, eux. Ils ne savent pas les tenants et les aboutissants de ce conflit, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a autant d'appels de détresse que vous n'auriez pu le croire? Non, j'ai reçu beaucoup via mes emails d'appels, d'informations à ce propos. Quand je reviens du Maroc le dimanche même, je vois les débats du dimanche uniquement sur ce sujet. Je me suis dit, c'est intéressant, mais je vois qu'il y a des aberrations, parfois, par des hommes politiques belges, qui ou bien ils amplifient, ou bien pour eux, ce sont déjà des terroristes qui vont revenir de là-bas, à l'instar de ceux qui sont partis en Afghanistan, que l'Occident hypocritement a envoyé, a encouragé pour aller en Afghanistan, et une fois qu'ils sont retournés, ils sont devenus la bête noire de tous les États, de tous les services secrets, comme quoi ils savent manier les armes, ils sont très dangereux pour la société. Alors ici il y a un malaise, il n'y a personne qui met le doigt sur le malaise des jeunes, qui cherchent une certaine valorisation. Donc c'est ce qui est ressorti de votre émission. On a entendu que le papa disait que oui, effectivement, on ne leur laisse pas leur place pour l'intégration. On parle encore d'intégration. Oui, ça, les parents ils disent la même chose, les mamans, les pères, les spécialistes que j'ai invités, que j'ai interviewés par téléphone, ils disent la même chose. En fait, ce sont des enfants qui sont victimes, c'est vrai, de ce qui se passe, mais en même temps, ils n'ont pas trouvé leur place dans la société. Ici, dans la société dans laquelle ils sont mal considérés, ils sont toujours mal vus, toujours des voyous, toujours des gens, même s'ils réussissent leurs études, ils réussissent leur scolarité, et bien ils sont toujours discriminés. Alors, ils ont quand même besoin de certaines reconnaissances de leur dignité qu'ils vont chercher ailleurs. Il y a des spécialistes aussi, des prédicateurs, des faux prédicateurs qui mettent le doigt sur ce point-là. Ils leur donnent cette reconnaissance. Ils leur disent, vous êtes importants, vous, aux yeux de l'islam et aux yeux de Dieu, mais voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous devez faire pour votre Ummah, votre communauté. Sinon, si vous restez là, vous êtes vraiment de mauvais musulmans si vous restez dans ce pays. Il faut venir vous engager avec nous et faire quelque chose pour l'islam. Et voilà, ils les mettent en fait petit à petit. Et eux qui n'ont pas de culture religieuse, ils n'ont pas de connaissances approfondies de théologie, de jurisprudence, de choses qui sont essentielles, élémentaires. Comme par exemple, pour aller se battre quelque part, ou se combattre, pour combattre, il faut l'autorisation des parents. Il faut revoir cas par cas, parce que tous les jeunes qui sont partis ne sont pas embrigadés, ne sont pas endoctrinés. Certains sont partis peut-être de leur propre chef, et d'autres peut-être c'est un phénomène de mode, ils recherchent un sens à leur vie, etc. Je pense qu'il faut restituer tout ça dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous avons entendu aussi le témoignage du professeur Erkomahi qui disait que nos imams ici n'ont aussi rien fait. C'est vrai qu'il y a la construction de grandes mosquées, mais qu'y a-t-il dans cette mosquée pour éduquer cette jeunesse? En
on dit toujours, comme en arabe, hein, on s'est intéressé à la construction des mosquées et des édifices et des murs, mais on n'a pas construit les hommes. Ceux qui s'inclinent, ceux qui se prosternent. On ne les a pas construits intellectuellement. On n'a pas fait des centres, au lieu que ce soit des mosquées, il faut des centres culturels, des centres de formation, des centres où on les accompagne dans leurs études, dans leur formation. Mais vous voyez partout dans les mosquées, on n'arrête pas de ramasser de l'argent, construire des mosquées. La problématique, ce n'est pas la mosquée, c'est la construction du croyant, du musulman, du citoyen ici en Belgique, en France et en Europe en général. Donc ça, c'est une des grandes problématiques, un défi de l'avenir pour la communauté. Ça. Il faut impliquer nos jeunes dans le souci et les préoccupations des musulmans dans le monde. Hein. Celui qui ne se préoccupe pas de ce qui arrive dans le musulman dans le monde, il ne fait pas partie des leurs, il n'est pas membre de la communauté. Non, c'est le message que nous disons à nos élèves. Il faut s'intéresser à ce qui se passe. Les musulmans de Myanmar, d'Asie, ils sont massacrés. Les musulmans, on doit savoir si on fait partie d'un seul corps. Mais de là à aller s'engager dans des conflits et à prendre les armes, comme pour le conflit syrien, qui a l'air d'un conflit intersyrien, donc il faudrait absolument, il y a une frontière à ne pas franchir. Les possibilités de nos jeunes, c'est l'humanitaire. Il y a l'humanitaire, il y a les études, il y a la recherche scientifique, il y a beaucoup de choses, il y a la collecte d'argent, il peut faire beaucoup de choses pour la Syrie, pour l'Afghanistan, pour la Somalie, pour la Palestine. Le conflit, l'injustice éternelle que nous vivons jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses à faire pour ces points de vue, il faut les conscientiser. Moi, j'aimerais bien, je dis que ces enfants ne sont pas tous mauvais. Quelqu'un qui va aller en Syrie parce qu'il veut déloger un dictateur, c'est mieux qu'un jeune qui va aller dans une boîte de nuit et il n'a d'autres préoccupations que ses vêtements et ce qu'il mange et son ventre et son bas-ventre. Non, ce sont des jeunes quand même qui ont quelque chose dans la tête, mais il faudrait seulement polir et cadrer et les encadrer.